Si vous nous rejoignez, je suis toujours en compagnie de Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique, pour la deuxième partie de notre émission Décryptons le monde. Vous nous proposez maintenant, cher Gérard, de parcourir quelques milliers de kilomètres et de nous déplacer au cœur du Moyen-Orient, l'Irak, voisin immédiat de l'Iran et selon vous le centre d'un bras de fer entre Téhéran et la communauté internationale, principalement occidentale. Gérard, comment expliquez-vous les raisons de cet enjeu ? Donc les raisons de cette situation nécessitent d'ouvrir plusieurs dossiers. Le premier est politico-religieux, donc 70% environ de la population irakienne appartient à la branche musulmane chiite, donc la branche aussi archi-dominante en Iran. Et depuis la chute du régime de Saddam Hussein, il y a une désorganisation complète de l'État et cela a constitué une opportunité pour Téhéran puisque les deux pays partagent pratiquement 1000 kilomètres de frontières communes. Donc l'Iran a organisé un Irak sous tutelle, si je puis dire, avec des milices payées par Téhéran au nombre de plusieurs dizaines de milliers, surtout avec l'arrivée de l'État islamique, donc il fallait combattre ces cellules-là. Et ils ont mis sur pied également un nombre incroyable de consulats. Sachez qu'il y a 8 consulats iraniens en Irak et que chacun a à sa tête ou en numéro 2 un membre des célèbres ou tristement célèbres gardiens de la révolution iranienne. Et donc le célèbre aussi général Soleimani, qui a été éliminé en janvier 2020 par les États-Unis, était en tant que patron de la force internationale des gardiens de la révolution, la force Quds, était le proconsul iranien en Irak. Il se rendait en Irak sans prévenir, sans bien sûr passer par les formalités diplomatiques d'usage. Donc il y a, voyez-vous, une grande influence avec un parti politique donc présent au Parlement irakien qui est complètement inféodé à Téhéran. Donc il y a de ce fait une dépendance aussi très importante d'un point de vue énergie. Paradoxalement, l'Irak a peu de ressources en électricité et donc beaucoup de son électricité provient de l'Iran. Mais les différences demeurent, c'est-à-dire que les différences ethniques, on a d'un côté de la frontière des Arabes et de l'autre côté des Perses. Vous avez d'un côté donc ceux qui parlent arabe, ceux qui parlent farsi. Il y a une histoire de confrontation, une histoire contemporaine de confrontation puisqu'il y a eu la guerre Irak-Iran dans les années 80, pratiquement 8 ans de guerre. Donc il y a dans une stratégie de diminution de l'influence de Téhéran dans toute la région, pour éloigner Bagdad de Téhéran, c'est une impérieuse nécessité si on veut diminuer l'influence iranienne. Comment cette situation s'est-elle traduite dans l'organisation de la vie politique irakienne, aussi bien dans sa dépendance iranienne que dans ses tentatives d'éloignement de Téhéran ? La description de l'évolution politique peut se retracer assez facilement, je pourrais dire, en suivant l'évolution des premiers ministres irakiens. Maliki, qui a été pratiquement le premier à venir au pouvoir après la chute de Saddam Hussein, a vécu en Iran, n'est-ce pas, parce qu'il était persécuté par le régime de Saddam Hussein et il était réfugié de l'autre côté de la frontière. Et voilà, c'était un homme qui était complètement inféodé et lié à la puissance iranienne. Deuxième étape, deuxième Premier ministre, Abadi. Et donc Abadi a été un virage. Et son arrivée est aussi assez exceptionnelle parce que il est arrivé
tenez-vous bien, à la demande des Américains. Ça se situe en août 2015, quand al-Baghdadi vient de créer et annoncer la création de l'État islamique. Des milliers de membres de l'État islamique descendent vers Bagdad. L'armée irakienne est impuissante. Et à ce moment-là, donc le pouvoir irakien se tourne vers les États-Unis en disant « il n'y a que vous qui puissiez intervenir ». Les États-Unis ont dit immédiatement « nous sommes d'accord, nous allons intervenir, mais vous changez de Premier ministre ». Et donc, pour la petite histoire, le calendrier a son importance. Abadi est arrivé le 1er août et les bombardements américains ont commencé le 3, voyez-vous. Donc, voilà, tout ça a été bien orchestré. Et dès le mois d'octobre de la même année, eh bien, Abadi a eu la malice d'annoncer qu'il allait rendre visite à son frère, sans dire qui était son frère. Donc, tout le monde s'est interrogé, qui est son frère? Eh bien, il parlait en termes diplomatiques et respectueux du roi d'Arabie Saoudite. Donc, après des années de rivalité et de bouderie entre l'Irak et puis l'Arabie Saoudite via l'Iran, eh bien, le premier ministre irakien allait se rendre à Riyad. Enfin, troisième Premier ministre, celui qui est en place actuellement, Al-Kadhimi, qui est issu des services secrets, des services sécurité. Donc, qui a été à la fois un interlocuteur reconnu par l'Iran et les États-Unis. Donc là, on a un homme particulièrement équilibré qui connaît Téhéran et Washington. Vous venez de nous décrire l'évolution du positionnement politique des premiers ministres irakiens. Y a-t-il eu depuis une évolution comparable sur le plan économique afin que l'Irak se désenclave de l'influence iranienne? Ah oui, là, on évoquait précédemment la cruelle dépendance de l'Irak à l'électricité iranienne. Donc, en 2020, le pouvoir irakien a signé un accord avec plusieurs sociétés américaines, dont General Electric et Chevron, pour augmenter la production de gaz. Et qui dit plus de gaz, dit la possibilité, avec des turbines à gaz, de produire de l'électricité. Et un autre élément de cet accord était la remise à niveau du système de distribution électrique. Donc, au-delà de cet aspect industriel, un aspect commercial, avec l'ouverture des postes frontières avec l'Arabie Saoudite, poste frontière qui était fermé depuis plusieurs années. Enfin, au point de vue développement régional, eh bien, il y a eu une réunion récemment entre le président égyptien, le roi de Jordanie, et le premier ministre irakien au sujet du développement régional. Il y a donc un plan global et une volonté politique. Et la France dans tout ça, dans ce développement économique, cette ouverture et désenclavement vis-à-vis de Téhéran, y a-t-il une place pour notre pays, la France? Selon vous, avons-nous un rôle à jouer dans ce pays stratégique du Moyen-Orient qu'est l'Irak? Mais écoutez, nous avons une histoire en notre faveur. On se souvient à des relations privilégiées de Jacques Chirac avec Saddam Hussein qui ont porté leurs fruits dans les exportations d'armements français en Mirage F1 par exemple, et puis l'appui de la France à la guerre contre l'Iran, n'est-ce pas, l'appui à l'Irak. Donc plus récemment, nous avons eu l'an dernier, les ministres Le Drian, Parly qui sont rendus à Bagdad. Le président Macron est aussi venu à Bagdad au mois de septembre. Au mois d'octobre, le premier ministre irakien était à Paris. Enfin, la société Total Energy vient de finir et de conclure un accord pour 23 milliards d'investissements dans le domaine énergétique et de façon à pouvoir produire, bien sûr, beaucoup plus d'électricité. C'est l'objectif de l'indépendance électrique de l'Irak. Merci Gérard pour vos explications toujours aussi claires et factuelles dans cet Orient compliqué. Nous vous avons parfaitement suivi et bien compris l'enjeu que constituait l'Irak dans cette région agitée du monde. Un pays qui visiblement prend de plus en plus son destin en main. Chers auditeurs, cette note raisonnablement optimiste sera le mot de la fin de cette émission. À jeudi prochain, 9h30. Continuez à bien prendre soin de vous.